Bonjour Pascal, oui effectivement Aurore Berger, députée des Yvelines, porte-parole du groupe La République En Marche. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Alors on va évidemment parler de ça parce qu'il y a quand même 104 000 lycéens qui ce matin vont passer les épreuves de rattrapage. Peut-être certains pour rien, parce que leur copie retenue par 700 professeurs était peut-être suffisante pour qu'ils aient le bac du premier coup. Est-ce qu'il y a rupture d'égalité pour le bac 2019, Aurore Berger? Ce qui est certain, c'est que l'attitude de certains enseignants est inacceptable. C'est-à-dire qu'on a une épreuve, dans tous les sens du terme, qui est celle du baccalauréat, qui est suffisamment compliquée pour un certain nombre de nos jeunes, qui est en tout cas toujours un stress. Et se dire qu'à la fois, parfois dans l'année, on a eu des rétentions, c'est-à-dire des enseignants qui refusaient d'annoter sur Parcoursup parce qu'ils s'opposaient à la réforme, et qu'ensuite, au moment où on passe son épreuve, eh bien, on ne sait pas quel sera son résultat. On ajoute un stress qui est tout à fait inacceptable aux familles et aux élèves. Après, le ministre, il a pris ses responsabilités. Il fallait qu'on puisse délivrer les résultats du baccalauréat dès le vendredi pour l'ensemble des étudiants. Et donc, il fallait trouver la mesure qui soit la plus juste possible. Parce qu'il y a sûrement des lycéens qui auraient dû avoir le bac, qui finalement ont eu leur note de contrôle continu. À l'inverse, d'autres qui, on va peut-être rattraper une extrémiste aujourd'hui pour leur dire qu'il faut vite passer l'oral de rattrapage. Écoutez ce qu'on disait hier soir Emmanuel Macron. Je pense que le ministre a eu la bonne réaction. Moi, je respecte chacune et chacun. Je respecte la liberté d'opinion, la liberté syndicale. Mais à la fin des fins, on ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage. Je crois que quand on est enseignant dans la République française, on a des devoirs aussi. Prendre les enfants en otage, le terme est fort, il n'est pas trop fort, Aurore Berger? Le terme est fort, mais parce que c'est assez inédit que comme ça, 700 enseignants, correcteurs considèrent qu'ils peuvent faire de la rétention sur des copies. Les copies d'examen, c'est la propriété de l'État. Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés, ces professeurs? Est-ce qu'ils doivent être durement sanctionnés? Je souhaite déjà qu'ils puissent être convoqués par l'inspection académique, parce que ce qu'ils ont fait est grave. Ça ne va pas dans le sens de la réussite, encore une fois, des jeunes. Vous savez, c'est pas le ministre qui est pénalisé quand une copie n'est pas corrigée. C'est celui qui a passé son épreuve, qui doit pouvoir être évalué, qui doit pouvoir être évalué dans de bonnes conditions et dans des conditions sereines. Et là, la sérénité, elle n'a pas pu être réalisée parce qu'il y avait cette menace qui planait sur les différents bacheliers au moment du passage de leurs épreuves. Dans les sanctions, j'ai regardé, il y a la rétrogradation en termes d'échelon pour les enseignants. Est-ce que vous souhaitez que ces enseignants soient rétrogradés? C'est pas à moi de dire quelle doit être la sanction. Moi, je souhaite déjà qu'ils puissent être convoqués par l'inspection académique pour comprendre ce qui s'est passé et pour ensuite voir quelle doit être la sanction appropriée. Mais il me semble légitime qu'il y en ait une. Vous savez, dans n'importe quelle organisation... Ça ne restera pas impuni. Vous savez, dans n'importe quelle organisation, si vous refusez à un moment de faire ce pourquoi vous êtes aussi recruté, rémunéré, si vous faites de la rétention et que vous substituez un bien qui ne vous appartient pas, je crois qu'il est assez légitime de se dire que cela ne peut pas rester impuni. Alors, autre sujet, les violences conjugales, rien à voir, mais quand j'ai écrit les questions que j'allais vous poser, j'avais écrit 74 victimes, puisque la dernière victime, c'était à Perpignan, et en fait, on a appris ce week-end qu'il y avait une 75e victime dans la vallée de Chevreuse, 75e féminicide en France. Comment c'est possible que les violences faites aux femmes se traduisent par des morts chaque année et que chaque jour rajoute sur l'autre victime? Je crois qu'il y a, et la ministre de la Justice l'a dit, il y a un vrai sujet de dysfonctionnement dans la chaîne pénale, c'est-à-dire dans la réponse pénale qui est apportée. On le voit notamment parce qu'on a beaucoup de moyens supplémentaires qui ont été mis sur la table avec Marlène Schiappa. Et pour autant, si on prend l'exemple du téléphone grand danger, c'est-à-dire ce téléphone très spécifique qui est mis à disposition des femmes qui ont subi des violences pour qu'elles puissent... tapant sur une seule touche, immédiatement être mise en relation avec des forces de l'ordre, sans avoir à réexpliquer ce pourquoi elles appellent, donc c'est essentiel, eh bien on voit qu'il y a finalement des réticences à le délivrer. Et que cette femme, par exemple, victime, la 74e victime à Perpignan, avait déposé une main courante ou une plainte. Et en fait, on s'aperçoit que le suivi n'est pas suffisant. Justement. Il faut, et c'est pour ça que je pense que c'est utile, c'est pas un Grenelle pour rien, parce que Marlène Schiappa, c'est un Grenelle, effectivement. On convoque un Grenelle, ça attire presque des moqueries, ou en tout cas des sourires un peu gênés. Non, on convoque un Grenelle pourquoi? Justement pour identifier quels sont potentiellement les dysfonctionnements. Les moyens... On ne connaît pas les dysfonctionnements déjà. Et justement sur la chaîne pénale. Et moi je pense qu'à un moment il faut plus et chaîne policière aussi parfois. De coercition. Sur la chaîne policière, il y a eu énormément d'améliorations qui ont été faites sur la formation notamment des policiers pour l'enregistrement des plaintes. On a fait dans la réforme de la justice une mesure essentielle pour moi qui est la capacité que les femmes puissent porter plainte en ligne. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'un certain nombre d'entre elles ne se déplaceront pas, n'entreront pas dans un commissariat, dans une gendarmerie, et il faut qu'elles puissent
enregistrer leur plainte en ligne. Ça va devenir effectif. Et ça, je pense que c'est un pas essentiel. Il faut tout faire pour faciliter la prise de parole des femmes, la reconnaissance de la parole des femmes. Donc à la fois plainte enregistrée en ligne, meilleure formation des policiers, mais il faut qu'ensuite la réponse pénale puisse suivre, que ce soit dans l'octroi des téléphones grand danger, que ce soit dans le suivi des plaintes et que ce soit ensuite dans la réponse pénale qui est apportée envers Mais vous avez raison. Et quand on vous entend, on a l'impression que le Grenelle, vous reconnaissez à demi-mot que c'est un peu de la communication, que c'est pas ça qu'il faut faire. Je crois que c'est essentiel à un moment non seulement de réaffirmer des principes, mais de poser des actes, notamment en matière un peu plus de coercition, si vous voulez, sur cette réponse pénale. Parce que c'est celle-là qui, aujourd'hui, vraisemblablement, fait défaut et qui fait qu'on a 75 femmes, aujourd'hui, malheureusement, qui ont été assassinées, qui ont été tuées sous les coups de leur conjoint, compagnon ou ex-compagnon. Et puis ensuite, il y a le 3919, on ne répétera jamais assez le numéro, qui est ce numéro d'urgence pour les femmes, mais qui est aussi ce numéro que nous, en tant que citoyens, on doit connaître, divulguer et contacter. C'est-à-dire que si on sait, si on pense, si on doute qu'une femme peut être en danger, notre responsabilité citoyenne, c'est de la protéger et d'appeler le 3919. Et de s'assurer que derrière, il y aura un vrai suivi de ces femmes qui sont menacées. À partir du moment où déjà on entre dans cette logique, on fait ce numéro, on n'est pas passif, on réagit, parce que 75 femmes victimes, ça veut dire autant d'entourage qui potentiellement pouvaient avoir un doute dans l'environnement professionnel, familial, dans le voisinage. Et donc, il faut réagir. Donc, on est tous concernés. Et je pense qu'on est tous concernés sur les violences faites aux femmes, sur les violences faites aux enfants, parce que les enfants sont souvent des victimes collatérales, évidemment, des violences faites aux femmes et peuvent être même des victimes directes. Et donc, c'est aussi notre responsabilité. C'est celle de l'État, et l'État ne doit pas se défausser. C'est celle de la justice avec une réponse pénale adaptée, mais c'est aussi notre responsabilité citoyenne. Autre sujet dans l'actualité, ça sera cette semaine. La ministre Brune Poirson présentera sa loi anti-gaspillage mercredi en Conseil des ministres. Alors, il y a beaucoup de mesures dans cette loi, notamment l'interdiction dès 2020 des couverts en plastique. La France va être un peu pionnière dans ce domaine. Et la mise en place d'une politique de consigne aussi pour le plastique. Est-ce que ça suffit pour lutter ? C'est une loi, pourquoi ? C'est une loi déjà parce qu'on a aujourd'hui dans notre monde un continent de plastique qui se balade sur nos océans. Et la France est le pays qui rejette le plus de plastique dans la Méditerranée. Donc ça veut dire qu'on doit prendre évidemment nos responsabilités en la matière. Par rapport au nombre d'habitants, nous sommes le pays qui rejette le plus de plastique en Méditerranée. Oui, en Méditerranée. Et aujourd'hui, un continent de plastique qui existe dans nos océans. Donc ça veut dire qu'il faut absolument qu'on puisse prendre des mesures. Il y a quoi comme mesures ? Il y a évidemment, se dire que tous les plastiques à usage unique, c'est fini. Qu'on doit évidemment y mettre un terme, et ça c'est notre responsabilité de consommateur. Mais pour aller plus vite, il faut faire en sorte aussi que ce soit plus commercialisé. C'est les gobelets plastiques, c'est les pailles, c'est les couverts. C'est tout ce qui est en fait inutile et qui peut être facilement, progressivement remplacé. Et l'industrie s'y prépare et est accompagnée en ce sens. C'est aussi lutter contre tous les invendus des grandes plateformes d'achat et de commerce en ligne, où malheureusement on sait qu'il y a beaucoup d'invendus et qui sont ensuite détruits au lieu d'être réutilisés. On ne va pas se voiler la face, on va dire les choses. Les grandes plateformes de commerce en ligne, par exemple comme Amazon, plutôt que de renvoyer les produits... préfèrent les détruire. Préfèrent les détruire, ce qui est un non-sens écologique, ce qui est un non-sens aussi social, parce que ce sont des produits qui peuvent être utiles évidemment à d'autres qui n'ont pas forcément les moyens de se les offrir. Donc ça, on va l'interdire. Eh bien donc, on interdira les invendus de ces grandes plateformes. Et là, je crois qu'on montre aussi que la France prend des mesures qui sont très concrètes. Souvent, quand on parle des questions écologiques, on se dit finalement c'est un peu loin de notre quotidien, c'est un peu loin de nous. Comment est-ce que ça va nous concerner ? Là, ça va concerner directement les Français dans leur vie quotidienne. Ils vont pouvoir être acteurs et la France va pouvoir être pionnière en la matière. Autre mesure très importante, les invendus alimentaires. On ne pourra plus, là encore, les rendre impropres à la consommation, mais il faudra les donner à des associations caritatives, par exemple. Exactement. Il y a déjà eu des efforts qui ont été faits, notamment pour les supermarchés, parce qu'il y avait eu ce scandale de voir que ces produits étaient rendus impropres, étaient souvent jetés, encore une fois gaspillés. Exactement. Et puis c'est créateur d'emplois, tout ça, parce que c'est justement ce qu'on appelle l'économie circulaire. Moi, je peux vous prendre l'exemple, dans ma circonscription, on a ce qu'on appelle une ressourcerie, c'est-à-dire que vous venez déposer des produits qui, au lieu de finir à la déchetterie, peuvent être réutilisés. C'est de l'électroménager, c'est des vêtements, c'est des livres. En moins d'un an, ils ont créé 10 emplois. Donc 10 emplois qualifiés, non délocalisables. Des personnes qui vont trier, qui vont redistribuer. Qui vont trier, qui vont éventuellement remettre en état de marche, en état de service. En un an, c'est 1,2 tonnes, là, dans une ressourcerie opérée en Yvelines, qui aurait dû être détruite
et qui finalement a été rendu propre à la consommation, a été remis en circulation, ce qui permet d'éviter d'acheter, de consommer, et qui a créé 10 emplois. Donc ça veut dire que l'économie circulaire, c'est bon pour l'écologie, mais c'est aussi bon pour l'emploi. En revanche, vous avez vu que l'idée d'instaurer la consigne obligatoire pour le plastique ne plaît pas aux maires, hein, parce que notamment le recyclage des poubelles, c'est une ressource pour les mairies qui aujourd'hui revendent le plastique à des groupes qui les recyclent. Et donc là, il dit, si on nous prend le plastique, enfin, qui nous rapporte de l'argent, ça va encore baisser les ressources des collectivités locales. Déjà, il y a eu un engagement clair de l'État qui est que ça ne doit pas venir baisser les recettes des collectivités locales. Mais de facto, ça va le faire parce que si on doit trouver un mécanisme probablement de compensation, etc. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, ce plastique-là, il n'est souvent pas recyclé parce qu'il n'est pas trié. Et donc, il faut à un moment forcer aussi un peu le consommateur qui doit être dans cette logique de tri qui est beaucoup plus vertueuse, encore une fois, qui est plus vertueuse économiquement parce que ça veut dire que plus vous triez vos déchets et moins vous allez payer la taxe d'ordures ménagères, etc., notamment. Et c'est aussi un enjeu écologique. Donc à un moment, il faut qu'on arrive à mettre en conformité les engagements très forts qu'on a pris et comment on arrive à les faire rentrer dans les faits. Moi, je pense qu'il ne faut pas que ça pèse sur le consommateur, il ne faut pas que ça pèse notamment sur les Français qui sont les plus fragiles économiquement, mais il faut à un moment forcer les choses en matière industrielle. C'est ce qu'on fait notamment sur les questions de plastique, notamment sur la question de l'interdiction de suppression des invendus. Et puis, avec une logique vertueuse, si vous rapportez votre plastique, eh bien, vous en aurez un bénéfice économique. Un tweet de vous, vendredi soir, qui a suscité le débat. Vous vous êtes ému de l'inauguration de la mosquée du Centre culturel Rennes. On voit des enfants, peut-être des petites filles de 5, 6, 7 ans, dites-vous dans votre tweet, qui sont voilées. Vous demandez si on peut accepter dans la République que des jeunes filles de 5-6 ans soient amenées à être voilées quand elles vont à la mosquée ou au centre d'action culturelle. Déjà, moi, j'ai une question à poser à la maire de Rennes. C'est 430 000 € d'argent public. Pourquoi ? Dans quel cadre cela a été octroyé? Et est-ce vraiment le rôle d'une municipalité que de soutenir un projet? Alors, elle n'a pas soutenu vraisemblablement directement la mosquée, ce serait interdit, mais un centre culturel... C'est une accusation grave, Moi, je pose la question. Vous demandez des comptes sur les 430 000 €. Est-ce que c'est légitime qu'une mairie, sur de l'argent public, finance à hauteur de 430 000 €, ce qui est quand même une somme colossale, même pour la mairie de Rennes, ce type d'action? Et ensuite, la maire de Rennes était, d'après Ouest France, présente lors de cette inauguration. Moi, j'ai regardé l'article, j'ai regardé la vidéo, et on voit non pas des adolescentes ou des adultes, on voit des toutes petites filles qui sont voilées. Et ça, pour moi, on devrait avoir un consensus républicain qui est de dire qu'en République, on ne peut pas comme ça imposer à des toutes petites filles de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans de porter le voile. Donc la maire de Rennes aurait dû réagir ce jour-là en disant... Je pense qu'elle aurait dû réagir. Je pense qu'en républicaine, en étant laïque, en croyant à l'égalité entre les femmes et les hommes, on ne peut pas considérer comme anodin que des toutes petites filles se voient imposer le port du voile. Parce que souvent, quand on parle du port du voile, on nous parle de liberté individuelle. Vous ne pouvez pas interdire le port du voile parce qu'il faut qu'il y ait une liberté individuelle. Mais encore faut-il être en capacité d'exercer son libre arbitre. Est-ce qu'à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, vous exercez votre libre arbitre sur le fait d'être voilé? Et quel message vous envoyez sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes? Oui, moi, en tant que républicaine, en tant que femme et en tant que laïque, je me pose des questions. Ça va être la bataille politique de la semaine, Paris, la bataille de l'investiture de la République En Marche pour Paris. Il y a 2 candidats qui se détachent, Benjamin Griveaux et Cédric Villani. Ils seront entendus demain par la commission d'investiture qui devrait normalement annoncer le nom du vainqueur mercredi. Vous avez une préférence entre Cédric Villani et Benjamin Griveaux? Elle est connue depuis longtemps. Je soutiens la candidature de Benjamin Griveaux parce que je pense que c'est lui qui est le plus en capacité de rassembler. Et puis moi, je crois que Paris doit cesser d'être un obstacle, notamment pour les franciliens. Moi, je suis élue de Grande Couronne. Il faut qu'au contraire, Paris puisse être un trait d'union au sein de l'Île-de-France. Et c'est ça le projet qu'il est en train de développer. Alors, il y a peut-être un troisième homme qui va brouiller les pistes. Le Premier ministre Édouard Philippe, depuis plusieurs jours, monte la rumeur d'une éventuelle candidature. Plusieurs mois, on l'entend régulièrement. Et alors surtout hier soir sur LCI, François Bayrou est entré dans l'arène. Et vous savez, quand François Bayrou entre dans l'arène, ça peut faire bouger les choses. On écoute. Je pense qu'il serait un très bon candidat, mais son choix lui appartient. C'est lui qui dira, j'imagine, un jour prochain, ou en tout cas d'ici à quelques semaines, si cette option l'intéresse ou pas. Je pense qu'il a les épaules, la personnalité pour cela.
Alors, est-ce qu'Édouard Philippe est un bon candidat pour Paris ? Moi, je crois que le Premier ministre a les épaules et la personnalité pour rester un excellent Premier ministre. Et c'est ce qu'il est aujourd'hui. Il vient de faire, il y a quelques jours, une déclaration de politique générale sur l'acte 2 du quinquennat. On a parlé d'un certain nombre de réformes importantes qui sont en train d'être engagées. On pourrait reparler de la question de la bioéthique, la question de transformation de notre système de retraite. Moi, j'ai l'impression qu'il est d'abord très engagé. Il ne doit pas quitter le navire. Déjà, ce n'est pas le caractère d'Édouard Philippe de quitter le navire. Et surtout, il est pleinement engagé aujourd'hui sur la responsabilité qui est la sienne de chef du gouvernement, de chef de notre majorité, et je crois qu'il l'exerce pleinement. Alors on a l'impression que le président de la République se mêle beaucoup des élections municipales. On verra s'il envoie son Premier ministre dans la bataille. À Lyon aussi, hier, il a dîné avec Gérard Collomb. Est-ce que vous croyez que Gérard Collomb doit être candidat à la mairie de Lyon ou la communauté urbaine de Lyon ? C'est pas à moi de le décider, encore une fois, que ce soit pour Paris, que ce soit pour Lyon, que ce soit pour l'ensemble des villes de plus de 9000 habitants, c'est une commission nationale d'investiture qui va décider. On a l'impression que c'est un peu le président qui décide aussi, que non ? le président voit son ancien ministre de l'Intérieur, ministre d'État, actuel maire de Lyon, comme le président a vu ce matin le président de la métropole du Grand Lyon, ça paraît quand même légitime qu'il rencontre les grands élus. Les deux candidats, soit la métropole, soit... Il y en a un qui est maire et l'autre qui est président de la métropole. Je crois que dans d'autres communes qui ne sont pas pourtant politiquement proches de nous, il arrive aussi au président de la République de rencontrer les maires. Je crois même qu'il les a beaucoup rencontrés dans le cadre du grand débat et ce n'était pas pour distribuer des investitures, c'était pour dialoguer avec les maires. Vous croyez vraiment ce que vous dites. Bon, on passe à un autre sujet. La réforme des retraites. Normalement, ce sera le 18 juillet que Delvoye présentera son rapport. Est-ce que cette réforme va être enterrée ? Est-ce qu'on va faire des mesures d'âge en septembre, octobre, avec le projet de loi de finances sur la sécurité sociale ? Puis au fond, la réforme, la grande réforme, elle sera reportée au calendrier grec. La réforme n'est absolument pas enterrée. La réforme, elle est même nécessaire. Au-delà d'être un engagement très clair qu'on a pris, elle est nécessaire pour plus de justice, pour plus de lisibilité, parce qu'aujourd'hui, je défie un certain nombre de Français d'arriver à savoir quel est leur système de retraite actuel et quels sont les droits auxquels ils pourront prétendre. Et l'idée, c'est d'enfin d'avoir plus de lisibilité sur notre système de retraite et plus de justice, parce qu'il faut que ce soit enfin un régime universel, qu'un euro cotisé valent la même chose pour chacun. Ce matin, il y aura bien la grande réforme des retraites. Il y aura bien une grande transformation même de notre système de retraite, parce que ça veut dire que de 40 régimes... Début 2020 ? Alors, moi, sur le calendrier, on va avoir Jean-Paul Delevoye avec Agnès Buzyn qui vont pouvoir annoncer la manière avec laquelle la concertation s'est organisée et les grandes pistes de réforme à partir du 18 juillet. Vous savez qu'on annonce à partir du 18 juillet. Ça va générer évidemment du débat dans notre pays. Je vous le confirme. Et c'est tant mieux, notamment sur votre antenne, mais ailleurs aussi. Et je pense que cette réforme qu'on avait promise pour 2020, elle va pouvoir évidemment être tenue. Elle est nécessaire. Merci beaucoup, Merci à vous. votre invité. On retrouve tout de suite Pascal de la Tour du Pin.